Chers internautes, bonjour, bienvenue pour ce 142e site rep en compagnie d'Aïssar Midani. Bonjour Aïssar. Bonjour Raphaël, bonjour à tous nos chers internautes. Je vous souhaite joyeuse Pâques hein, et vraiment pendant cette période de Pâques, je voudrais aussi vous dire le salut du peuple syrien qui aussi fête Pâques. Les Pâques, tout le monde ensemble, tous chrétiens, musulmans et de toutes sortes de croyances. Hein. En Syrie, nous fêtons Pâques ensemble. Et puis, alors là, les cloches des églises sonnent sans arrêt dans toute la Syrie depuis le vendredi saint jusqu'à aujourd'hui. Il y a des messes, il y a collectives, il y a des festivités. Donc, malgré la douleur de la guerre, on croit toujours beaucoup à la renaissance de la Syrie, comme ça a été la renaissance du premier Syrien qui était le Christ, qui est devenu donc le prophète de du monde. Voilà, je vous souhaite bonne fête et joyeuse Pâques, et puis bonne renaissance pour la Syrie Merci. et l'ensemble de la région. Alors ce site rep est consacré comme d'habitude à la Syrie mais également à la sous-région, à la région du Proche-Orient, Moyen-Orient. Et également à la géopolitique mondiale, puisque tout est interconnecté à notre époque. Et donc évidemment, ce qui se passe en Ukraine a un impact sur ce qui se passe en Palestine et en Syrie, et vice-versa. Alors on va parler sans transition tout de suite de la Palestine, justement, puisqu'il y a eu pas mal d'événements. Malheureusement, j'ai envie de dire que c'est un peu une habitude depuis plusieurs années maintenant. À chaque fois qu'il y a le ramadan, euh, bah, les musulmans, les Palestiniens souhaitent aller prier comme à leur habitude à la mosquée Al-Aqsa. Et de plus en plus, donc les Israéliens, en tout cas le gouvernement et les forces de police qui lui obéissent, s'y opposent. Et ils s'y opposent de manière très violente. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé et l'escalade qui en a suivi? Alors, merci Raphaël pour cette question assez générale. Effectivement, comme vous le savez, nous sommes à la troisième, nous commençons la troisième dizaine du Ramadan, en fait, la dernière dizaine du mois, je dirais. Là, effectivement, et aussi en même temps, la Pâque, hein, bien sûr, vous savez quand même en Palestine, il y a l'église de la Nativité. Vous savez qu'en Église, en Palestine, il y a aussi beaucoup de chrétiens. Et de la même manière qu'en Syrie, les chrétiens comme les musulmans fêtent ensemble le Ramadan, fêtent ensemble les Pâques. Hein, et tout ceci se traduit par des rites et des prières hein, communes, mais aussi, surtout, une présence la nuit et des prières de nuit dans le Al-Masjid al-Aqsa, dans la mosquée al-Aqsa, d'une part, et aussi dans l'église de la Nativité, et qui sont les lieux saints arabes, hein, musulmans et chrétiens en Palestine. Alors, bien sûr, dans cette période, et il y a aussi en même temps la Pâque juive hein, qui est dans ces périodes-là. Et là, les forces israéliennes ont commencé par agresser les Palestiniens qui font la prière de nuit et qui font la prière et qui sont toute la journée dans la mosquée Al-Aqsa. Les actions permanentes de l'armée israélienne et des forces de l'ordre qui défendent des invasions régulières des hordes de colons, des colons occupants israéliens qui viennent donc envahir la mosquée Al-Aqsa et qui souillent la mosquée et qui font des rites talmudiques aussi, etc. Donc, une violence inouïe
contre les femmes, les enfants, les hommes qui prient, et qui a, pour vous donner une idée, je vous donne des chiffres là, mais 13 000, 1300, 1300 colons qui ont envahi la mosquée sous la protection de l'armée. Ça vous donne une idée de l'ampleur de l'agression. Donc, bon, vous savez aussi, on l'avait dit, que Netanyahou comme Ben Gvir, ils ont appelé à l'armement de tous les colons, et ils ont appelé aussi à la création d'une milice coloniale qui est en plus indépendante de la mosquée, de l'armée et des forces de l'ordre, mais qui est en plus sous ordre des colons. Et qui fait partie des colons, et en plus qui ont ordre de tirer à bout portant sur tout ce qui bouge et sur tout ce qu'ils pensent être bon. Donc ils tirent sur tous les Palestiniens. Il faut que je vous rappelle aussi que les mots d'ordre de ces colons et de ces hordes sauvages, c'est un Palestinien bon, un bon Palestinien est un Palestinien mort. Donc il y a des agressions sauvages, je dirais, complètement sauvages et complètement criminelles contre la population palestinienne, où qu'elle soit. En riposte à tout ça, effectivement, aussi donc les agressions aussi de l'armée israélienne qui a envahi toutes les villes, et qui arrête des militants, qui détruit les maisons et qui continue donc à faire des rafles de nuit pardon, dans les différents quartiers des différentes villes, que ce soit de la Palestine occupée depuis 1948, que ce soit de la Palestine des parties occupées récemment et des parties occupées depuis 1967, etc. Donc, dans tous les endroits. Et ça fait, et surtout aussi, il y a une interdiction. L'armée israélienne, elle met des barrages et des checkpoints, et empêche tous les jeunes palestiniens, les Palestiniens en dessous de 50 ans, d'arriver à la mosquée Al-Aqsa. Donc c'est incroyable, hein, mais vrai. Alors, bien sûr, en riposte à toutes ces agressions, et Gaza a réagi en lançant des salves de missiles sur que les colonies qui sont à la limite de Gaza d'abord, et puis après, plus loin, dans l'intérieur, je dirais, de la Palestine occupée, qui est allée jusqu'à presque Tel Aviv. Il y a eu des ripostes aussi, il y a eu des réactions de la résistance au sud du Liban, donc au nord de l'État de Palestine occupé. Donc aussi des ripostes contre les colonies, Al-Jalil, etc. Et des ripostes, je rappelle aussi, de la Syrie, du sud syrien, qui sont arrivés aussi dans le Golan occupé syrien, mais qui pouvaient aussi arriver jusqu'à Tel Aviv. Mmh. Et donc face à cela, Israël a mené des frappes après, en réaction à ces frappes, sur Gaza, si je ne me trompe pas. Voilà, tout à fait, exactement. Mais non, c'est la réaction de la résistance à Gaza a été une riposte aux agressions israéliennes. Tout à fait. C'est ça. Et en fait, donc, tout ceci montre que le peuple palestinien est encore plus déterminé que jamais à se battre pour sa liberté, se battre pour ses droits et pour la libération de la Palestine, qui est occupée depuis 1948, et par des colons qui sont venus de l'extérieur, de l'étranger, et qui viennent s'approprier le pays, s'approprier les terres,
et s'approprier les richesses de la Palestine aussi, outre les richesses agricoles et des terres, etc., mais aussi les richesses en gaz au large de Gaza et en pétrole aussi, et les richesses en eau dont les Palestiniens sont privés. En fait, ils sont privés de l'eau, ils sont privés de pouvoir circuler dans leur propre pays, ils sont privés de leur propre culture parce que les Israéliens, ils viennent et comment dire, détruisent l'ensemble des cultures menées par les paysans, mais aussi ils sont dépossédés de leurs rituels et dépossédés de leur possibilité de, Pratiquer. de pratiquer leur religion et leurs croyances, hein, mais en plus aussi de leur culture. Parce que il faut quand même le savoir que la culture palestinienne, à la fois la culture culinaire, la culture des tissus, la culture concernant l'artisanat, etc., elle est appropriée, elle a été piquée par les colons comme étant, soi-disant, une culture israélienne. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, mais aussi, bien sûr, toute l'archéologie qui existe en Palestine, qui est un pays millénaire, 7 fois, 10 fois millénaire, que s'approprient les colons. Pour Donc, l'appropriation culturelle, il me semble que c'est particulièrement vrai pour le culinaire. Il me semble qu'effectivement, dans tout ce qui est restauration, et puisque Israël aime à faire des opérations de blanchiment à l'étranger pour se montrer comme un pays gentil, donc des opérations de propagande, ils aiment bien mettre en avant leur soi-disant culture, comme si elle était ancestrale, et ils mettent en avant souvent la cuisine israélienne, qui n'est autre que la cuisine effectivement palestinienne, de la syrienne, cuisine palestinienne, et syrienne, syrienne, et libanaise, libanaise, tout à fait. des pays, des Blad Sham, en fait, Blad Sham, c'est les pays du Levant, Mhm, qui sont la Syrie, la Palestine, le Jordanie et le Liban, en fait, mhm, qui étaient tous un seul pays, qui était la Syrie, avant les accords de Sykes-Picot et la promesse Balfour. mhm. Voilà. Alors, il y a eu, Euh, dans ce contexte, il y a eu un concert de réaction internationale. À noter les condamnations saoudiennes. Je pense que c'est assez important dans toutes les réactions arabes. Alors, j'aimerais que tu nous parles plus particulièrement de l'appel du président iranien pour un front commun contre l'occupation. Alors, il y a eu effectivement des rappels à l'ordre de la part déjà même des Occidentaux par rapport à l'État fantoche d'Israël, d'une part, parce que ils disent il faut quand même arrêter parce que si vous continuez comme ça, on ne peut pas vous soutenir, notamment les États-Unis, et ça c'est très important. Bien sûr, les pays arabes. Alors, je voudrais parler un petit peu de l'ensemble du contexte. Bien sûr. Dans la région du Moyen-Orient, vous savez que au temps de Trump, il a fait pression sur des pays arabes pour normaliser les relations avec l'État fantoche d'Israël, qui a fait pression sur les Émirats arabes unis, sur Bahreïn, sur l'Arabie saoudite aussi, pour aller dans le sens d'une normalisation, entre guillemets, des relations avec Israël, puisque Trump avait fait un objectif, en fait, de lui-même, un objectif politique qui était l'intégration de l'État fantoche d'Israël dans la région du Moyen-Orient comme un pays, comme tous les pays qui en faisaient partie et qui sont des pays ancestraux au Moyen-Orient, alors que Israël est un pays planté, un pays de colons. C'est pas un pays, c'est un État fantoche qui est planté. Donc, il y a eu effectivement ces réactions de normalisation sous la pression. Le Qatar, par exemple, a été aussi un des premiers qui aidait aussi et qui aidait financièrement à la construction de colonies, notons-le.
Bon, mais le Qatar, on sait que le Qatar, c'est quoi? C'est la base américaine de l'Adid, en fait. C'est ça. Bon, donc en fait, maintenant, on voit que tous ces pays, y compris le Koweït et Koweït, Bahreïn, Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, l'Égypte, tous condamnent complètement cette politique israélienne, soutiennent le peuple palestinien et que dans sa lutte, et bon, bah, en plus des pays de l'axe de la résistance, donc l'Iran qui invite effectivement le président Raisi, qui a invité l'ensemble des pays musulmans et des pays libres à soutenir le peuple palestinien et à intervenir pour le protéger et pour aussi à œuvrer pour que le peuple palestinien accède très rapidement à sa liberté, à la libération de son pays. Une discussion entre le président Raisi et le président Assad a évoqué non seulement en fait les problèmes, l'ensemble des problèmes de la région, mais en plus particulièrement la question palestinienne et puis le soutien à la résistance palestinienne et comment dire, comment faut-il se tenir prêt pour toute éventualité de réaction dans la région, donc arrêter de massacrer le peuple palestinien, donc aussi une riposte collective, je dirais. Il y a eu une rencontre entre Haniyeh et le président le secrétaire général de Hezbollah, Samahat Sheikh Nasrallah, On précise qui va dans ce sens. Ismaël Haniyeh, le responsable, le président, je ne sais pas, la figure du Hamas. Oh, je Oui, précise pour les internautes qui ne le savent pas forcément. oui, Pardon. d'accord, c'est la figure de Hamas, merci beaucoup, oui. De la précision, donc qui évoquait effectivement les possibilités de l'unité de l'ensemble des champs, je dirais, et des frontières pour la riposte, une riposte plus stratégique et plus organisée. Il y a eu une rencontre téléphonique aussi entre Raisi et le président Tebboune, le président algérien, où ils ont invité effectivement l'union de toutes les structures, en fait, de la coopération, de l'organisation de coopération islamique, en fait des représentations des organisations de coopération islamique à une réunion générale rapide pour discuter justement de la question palestinienne et des agressions israéliennes pour mettre fin à ces agressions d'une part, et puis œuvrer ensemble aussi pour la liberté du peuple palestinien. Mhm. Donc en fait, tout ceci montre que le gouvernement actuel, en fait, dans cet état fantoche d'Israël, est en grande difficulté, aussi bien à l'intérieur que vis-à-vis des Palestiniens. À l'intérieur, c'est-à-dire au sein de sa structure, on voit que les manifestations, des grosses manifestations d'Israéliens maintenant, continuent pour la 15e semaine. Il y a des centaines de milliers de personnes qui manifestent dans tous les pays, dans tout le pays, dans toute la Palestine occupée, en fait, contre le gouvernement Netanyahou, qu'il qualifie de fasciste et qu'il qualifie de vouloir mettre fin à la vie d'Israël. Les partis de l'opposition menés par Yair Lapid
et comme des responsables des services israéliens aussi, ils sont contre Netanyahou et contre ce gouvernement Netanyahou, en fait, qu'ils accusent effectivement de précipiter la fin de l'État d'Israël et puis tous menaçant que de toute façon, ils n'arrêteront pas les grèves et ils n'arrêteront pas de lutter contre Netanyahou, qui lui s'oppose à tout ça par un discours qui est complètement autiste, je dirais, qui continuera, disant qu'il continuera dans cette politique, que de toute façon, il ne revient pas sur les transformations et les réformes judiciaires. Par contre, il a suspendu les réformes judiciaires là, qui sont contestées par la population, mais les grèves continuent. Enfin, les grèves, pas les grèves, mais les manifestations continuent. Et il y a une grosse violence aussi en même temps contre les Israéliens qui manifestent, donc de l'opposition, qui manifestent contre lui. Ce qu'il faut savoir, c'est que Netanyahou est poursuivi par la justice aussi. Il a beaucoup de casseroles à son actif, notamment des affaires de corruption. Et en fait, il tient complètement à rester au pouvoir pour se protéger. Donc là aussi. Alors Netanyahou fait, on peut dire qu'il fait l'unanimité. Il fait l'unanimité contre lui. Et il favorise différents rapprochements. Alors tu as parlé de cette rencontre Ismaël Haniyeh Hassan Nasrallah, un rapprochement Hezbollah Hamas qui avait déjà cours depuis quelques mois, pour pas dire depuis, oui, non, mais là maintenant, ça fait partie du même front, même avec la Syrie. Mais Hamas et la Syrie, ils sont revenus quand même. Mais c'est vrai que la violence et le côté horrible de la politique de Netanyahou favorise ce genre de rapprochement. Bien sûr. La Chine a effectivement... et favorise surtout le fait que des pays qui étaient plus ou moins... qui soutenaient les Palestiniens du bout des lèvres, hein, comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats et l'Égypte. Hein. Bon, maintenant, ils s'engagent plus dans le soutien des Palestiniens. Et dans ce contexte, en fait, affirment effectivement qu'il y a une nécessité d'en finir. Alors, dans ce contexte, est-ce que tu peux commenter le rapprochement irano-saoudien qui s'est opéré notamment, mais pas que, notamment sous l'égide de la Chine? Effectivement, alors la Chine a œuvré, et pour moi c'est une grande réalisation en fait qui transforme aussi la région pour un rapprochement réel entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui depuis des années ont été en bisbille, parce qu'il faut rappeler quand même que ce sont les États-Unis qui ont diabolisé l'Iran et qui ont voulu Israël. Israël et les États-Unis. Mais pour moi, Israël n'est que le petit appendice des États-Unis dans la région, en fait. Bon, ça c'est moi qui le vois comme ça. Et je pense que effectivement, l'Arabie Saoudite était aussi l'allié très proche des États-Unis, donc appliquer la politique des États-Unis. Et là, quand ils ont vu en fait les pressions américaines d'une part, et puis l'utilisation en fait, la manière dont ils sont traités par les États-Unis. Donc, et puis, sachant que l'Arabie Saoudite a aussi de gros projets de développement maintenant, donc dans sa rencontre avec la Chine qui en fait encourage tous les pays à défendre leur souveraineté et qui encourage les pays aussi à progresser au niveau de leur capacité économique et politique. Hein. Et en fait, c'est-à-dire, si je peux t'interrompre 2 secondes, Aïssa, d'après mon analyse, c'est comme ils ont un projet quand même assez important au niveau économique de route de la soie, qui n'est pas que économique, mais qui a donc des implications aussi géopolitiques. Et ils ont besoin que tous les pays qui plus ou moins sur la route de la soie, mais ça va loin. La route de la soie, c'est assez large, c'est assez long. Ces pays-là soient effectivement économiquement assez développés, qu'il n'y ait pas trop de différences énormes entre les pays. Ils ont besoin de ça, et surtout qu'il n'y ait pas de tension et de guerre entre ces pays. C'est important pour qu'ils puissent faire du commerce.
exactement. En fait, et ça, c'est la stratégie de la Chine. En fait, elle l'affirme, elle le dit. Notre stratégie, c'est aider tous les pays, tous nos voisins, à être suffisamment forts et suffisamment développés pour que ce soit une région de bien-être généralisé et pas une région de guerre. Mhm. Donc la région, effectivement, comment dire, la condition de la stabilité, c'est la condition de développement économique de tout le monde, qu'il n'y ait pas des pays pauvres qui sont exploités par des pays riches qui continuent à pomper leurs richesses. Or, cette stratégie, elle est complètement contraire à la stratégie américaine qui est de dominer les pays et puis de mettre des États fantoches aussi dans ces pays-là qui lui permettent de pomper l'ensemble des richesses, sans compter, comme ça a été l'invasion de l'Irak, rappelons-le. Alors, sous prétexte de démocratie, jusqu'à présent, la présence américaine en Irak elle pompe le pétrole, sans compter, le pétrole syrien, il est pillé systématiquement, le pétrole et le grain. La Syrie était complètement indépendante et autosuffisante. Maintenant, on est en train d'affamer la Syrie. Les États-Unis affament comment dire, et congèlent la Syrie parce qu'ils piquent tout le pétrole et ils piquent aussi tout le grain. Et ce qu'ils ne peuvent pas piquer, ils le brûlent. Donc, en fait, c'est cette politique-là que maintenant les peuples refusent complètement. Et effectivement, la politique ou la stratégie chinoise représente une porte de sortie pour arriver à un développement économique qui leur permet un développement politique et une indépendance politique de leurs décisions. Mhm. Donc, c'est ça. Et en fait, de ce fait-là, maintenant, l'ouverture ou la réouverture des accords ou des relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui sont les deux grands pays musulmans de la région, l'Iran étant un pays chiite et puis l'Arabie saoudite sunnite, hein, et qui voulait effectivement créer cette diversité, cette diversion. Les Américains voulaient créer diversion dans toute la région entre sunnites et chiites. Bon, maintenant, le fait qu'ils soient d'accord, ben, ça change énormément la donne, hein, d'une part, et pas seulement donc pour la Palestine, et pas seulement déjà pour eux l'un et l'autre, hein. Et là, à ce titre, je voudrais rappeler quand même qu'il y a une délégation, actuellement une grande délégation saoudienne en Iran, où il y a donc sous la direction du ministre des Affaires étrangères saoudien, mais aussi avec beaucoup d'hommes d'affaires saoudiens qui vont en Iran pour des investissements, pour un échange économique, etc. Donc, cette histoire aussi de complémentarité économique entre les pays, elle va dans le sens plus d'une stabilité plutôt qu'un tiraillement guerrier, je dirais. Mhm. Donc ça, c'est un premier point. Donc on est à l'aube de la réouverture ou de l'ouverture de l'ambassade saoudienne en Iran et iranienne en Arabie saoudite. Ça, c'est un point qui va se refléter et qui se reflète d'ores et déjà dans les relations concernant la guerre au Yémen, Mhm. qui est partie là pour une reconduction de la détente, enfin pas de la détente, mais comment dire, du cessez-le-feu, si on veut dire. Il y a eu une délégation saoudienne qui a remis 11 détenus yéménites à Sanaa Mhm. et la demande des Yéménites dans la levée totale du blocus, comment dire, le paiement des salaires. Et puis, ça permet déjà de revoir la situation humanitaire au Yémen, et ça va aussi dans le sens je dirais, un début
de solution du problème qui satisfasse les deux parties. Mhm. D'accord. Puisqu'on parle Et des Yéménites, alors j'ai oublié de mentionner tout à l'heure quand on parlait de la Palestine que les Yéménites se sont manifestés et on dit qu'ils étaient prêts à venir filer un coup de main, si j'ai bien compris. absolument aux Palestiniens. Et ça, c'est aussi un point important qui montre à cet État fantoche d'Israël qu'il est aussi complètement euh, refusé, je dirais, dans la région, aussi par la résistance yéménite qui fait partie du front de la résistance, Donc qui est là, très important. dans ce contexte, la Russie et la Chine ont affiché leur soutien à la Palestine et ont condamné, si j'ai bien compris, les réactions, enfin comment dire, le modus operandi d'Israël. Exactement, effectivement, ils soutiennent le peuple palestinien dans son... Enfin, surtout la Chine soutient le peuple palestinien dans sa quête de liberté et des droits, de ses droits, Mhm. et pour son indépendance. La Russie condamne les violences, hein, israélienne, et les violations des droits de l'homme et de l'ensemble des droits Humain. humains qui sont pratiqués par l'État fantoche d'Israël. Mhm. Alors en Syrie, des missiles ont été tirés sur une base américaine. J'ai pas retenu le nom de cette base américaine. Est-ce que tu peux nous le redire? Oui, c'est alors justement les ripostes sont importantes en Syrie, en plus donc des ripostes contre les attaques israéliennes. Donc dans le Golan, il y a eu des salves de missiles qui ont été lancées par la Syrie aussi pour montrer, en fait, pour stopper les agressions israéliennes d'un côté, dire qu'on est là maintenant, c'est fini, on laisse plus les choses comme ça. C'est le moment des ripostes, je dirais. C'est Mhm. que la Syrie, la pratique syrienne a toujours été la patience stratégique, c'est-à-dire on répond au moment venu, que nous décidons, et pas que l'ennemi décide. Donc, en fait, là, c'est effectivement les ripostes commencent, on peut dire, avec aussi d'un côté, bon, d'abord contre les Américains, il y a eu des missiles qui ont été tirés sur la base de Conoco hier, en fait, hein. Il y a c'est une base américaine qui a été créée autour du puits, du grand puits de pétrole et de gaz syrien, donc dans le nord-est de la Syrie. On pense qu'il y a eu aussi des victimes américaines, des occupants américains qui ont été tués. Mais ce sont des messages importants qui œuvrent dans le sens du retrait des Américains ou de chasser les Américains de la Syrie, alors qu'ils n'arrêtent pas de dire, nous, on y reste, on est là pour y rester. Bien sûr, ça c'est aussi, il faut savoir que il y a des paysans syriens qui sont morts aussi dans la Badia alors qu'ils étaient en train de réunir aussi, de cueillir des truffes, qui est le grand champignon là de la Badia qui est très très cher et très bon. Des mines qui étaient laissées par les terroristes de Daesh leur ont explosé dessus. Donc il y a eu aussi des paysans qui sont morts comme ça par ces explosions. Il y a eu quelques attaques de la part des terroristes al-Nusra qui sont dans le nord-ouest d'Alep sur la population. Mais en même temps, tout ceci montre d'une part, que la résistance populaire en Syrie contre l'occupant elle est bien avancée
alors qu'avant c'était juste des manifestations, des rassemblements, des manières en fait des barrages contre l'arrivée euh, des, euh, des citernes américaines et puis des convois de blindés et de chars. Bon, maintenant, ça passe à un point au-dessus, ça d'une part. D'autre part, ça montre aussi donc une meilleure organisation de la résistance populaire, une meilleure organisation et coordination du front de la résistance aussi, parce que la résistance syrienne œuvre aussi avec la résistance irakienne dans le nord-est, hein, qui est aussi touchée par cela, et aussi en même temps il faut dire que l'occupant turc aussi, qui était jusqu'à présent une partie importante de la Syrie, bon, aujourd'hui, on voit que les événements vont plus vite, hein, sous l'égide de la Russie et De l'Iran. de l'Iran, qui vont dans le sens d'un retrait, en fait, d'un respect, je dirais, de la Turquie, de la part de la Turquie, de la souveraineté syrienne, hein, et dans le sens donc d'un retrait des troupes, hein, et puis dans le sens plus de pourparlers, de discussions euh, entre la Syrie et la Turquie, qui jusqu'à présent paraissaient lointaines, parce que les élections turques auront lieu bientôt, mais en fait, non, on annonce là que les ministres des Affaires étrangères vont se rencontrer début mai, sachant que, pour une première fois, sachant que les élections turques ont été fixées pour le 14 mai et que dans ces élections, il y a 26 partis qui se présentent, qui présentent leurs candidats pour l'élection de 600 députés parlementaires. Dans ce contexte, ben, les USA ont rien de mieux trouvé à faire que d'envoyer un sous-marin à Chypre euh, pour, ouais, pour mettre la pression sur la Turquie, certainement, parce qu'on sait que le pays est divisé en deux, Chypre. Est-ce que tu peux nous parler de cet envoi, de Exactement, cette action militaire et exactement. des réactions turques? Oui, tu fais bien de le dire, de le rappeler aussi. Et puis, effectivement, un sous-marin américain trempe dans les eaux de Chypre, hein. Le commentaire du président turc a été que de toute façon, envoyer des sous-marins à Chypre, hein, déséquilibre, ne fait que créer un déséquilibre international dans la région et complique les choses, et il ne participera absolument pas à une solution. D'un autre côté, ça c'est la phrase d'Erdogan qui interprète la présence comme étant pour résoudre le problème avec la Grèce, mais je pense que cette présence est aussi pour faire pression directe sur la Turquie, qui renouvelle à la veille du renouvellement des accords avec la Russie sur la distribution du gaz russe et sur la distribution du pétrole russe, hein, et des céréales. Parce que je rappelle quand même qu'avec la crise ukrainienne, ou le fait que l'Ukraine a été acquise plutôt du côté des Américains, à ce moment-là, la Turquie a passé un accord avec la Russie pour qu'elle devienne une plateforme de distribution, effectivement, à la fois des céréales vers les pays, en principe vers les pays qui ont besoin, et c'est vers l'Europe en fait que ça va, et à la fois du gaz, du pétrole et des céréales.
Mhm. Et c'est à ce moment-là aussi que Poutine avait déclaré que de toute façon, les céréales euh, russes iront gratuitement aux pays pauvres. Donc là, c'est pour empêcher les disettes et empêcher les famines. Donc en fait, ça c'est dans ce cadre-là. Et là, on est à la veille Du du renouvellement. renouvellement de cet accord. D'accord. Donc pour moi, c'est les Américains jouent la dissuasion et la pression, Mhm. comme c'est dans leurs habitudes. Alors, puisqu'on parle de la Turquie, il peut être intéressant de mentionner que la Turquie a finalement accepté la demande de la Finlande de rejoindre l'OTAN, puisque c'était le Mm. dernier pays dont il manquait l'accord, la Turquie. Tous les autres pays de l'OTAN avaient donné leur accord. Et Ouais, ça y est, donc ils viennent de le donner, cet accord. On peut rappeler peut-être qu'en parallèle, bah, pour la Suède, ce n'est pas encore le cas, puisqu'ils ont fait une demande en même temps que la Finlande l'année dernière tout à pour rejoindre fait. l'OTAN. Mais la Turquie et la Hongrie, pour l'instant, bloquent l'entrée de la Tout Suède à dans l'OTAN. Est-ce que tu peux commenter cette information rapidement? Bah, je pense que, de toute façon, effectivement, le responsable de l'OTAN a dit que, de toute façon, il faudrait que la Finlande intègre très rapidement, en 2 jours ou 3 jours, l'OTAN, les forces de l'OTAN. Pour commenter, je suis assez étonné, en fait, que la Turquie ait approuvé justement cet accès de la Finlande, parce qu'il faut quand même savoir que la Finlande est le pays le plus proche, en fait, limitrophe de la Russie, et que jusqu'à présent, les contacts, les rapports entre la Finlande et la Russie étaient excellents et que la Finlande a pratiquement tous ces moyens de subsistance qui viennent de la Russie, justement, notamment le pétrole, les céréales, etc. Donc, en fait, l'entrée de la Finlande dans l'OTAN va provoquer aussi plus une baisse du niveau de vie et une grosse crise sociale, je dirais, en Finlande, puisqu'ils auront beaucoup moins de prospérité, beaucoup moins de capacité à survivre, etc. Comme c'est le cas, on le voit dans les pays européens, depuis qu'ils ont coupé les relations ou qu'ils appliquent l'embargo américain sur la Russie, ben, ce sont eux Qui en qui souffle en plus. pâtissent le plus, Mhm. exactement, plutôt, et la Russie, au contraire, elle prospère parce qu'elle a aussi d'autres, non seulement elle a un autre marché qui est très important, mais aussi elle a réussi à faire payer les échanges en roubles et que maintenant la Chine aussi commence à faire payer les échanges en yuan. Donc le dollar devient de moins en moins important pour la question de l'économie internationale. Je ne dis pas qu'il est fini, mais je dis il est moins vital et moins important. Dès que les applications SWIFT, bon, bah, on fait 100 et on fait des échanges en direct avec des pays comme la Chine, comme la Russie. Et bientôt, ça va venir, ça va s'étendre à tous les pays de l'Eurasie. Alors Donc, c'est d'ailleurs très intéressant d'écouter les déclarations américaines à propos justement de cette perte de monopole de leur monnaie dans les échanges internationaux et notamment dans la vente de pétrole. C'est vraiment lunaire. Leur argumentaire pour justifier leur ancien monopole et dire que c'était quelque chose de bien et que là on va vers quelque chose, une nouvelle ère qui n'est pas bien, leur argumentaire est complètement lunaire. Il ne peut être d'ailleurs que cosmique, vu qu'effectivement il n'y a aucun intérêt pour les autres peuples à ce que le dollar reste la monnaie d'échanges internationaux. Alors, ceci dit, quand même, il y a beaucoup de journaux américains qui voient les choses clairement et qui disent que une nouvelle ère mondiale est née, que le monopole est tombé. révolu. Mhm. Le monopole américain, il est derrière nous et que maintenant, il faudra que l'administration américaine se prépare pour un monde multipolaire avec lequel il faudra quand même qu'elle s'habitue à traiter
en égalité. Oui, je parlais des discours de l'administration américaine, hein, pour être plus Ouais. précis. On est déjà à la 45e minute de ce site rep, et il nous reste Mm. 3 points à commenter. On va parler de Macron, la visite de Macron en Chine, qui fait suite aux manœuvres chinoises autour de Taïwan, qui elles-mêmes font suite à la visite, si je ne me trompe pas, de la présidente taïwanaise au, euh, au président de la Chambre des représentants américains en Californie, l'actuel Ouais. président. Donc c'était il y a quelques jours. Il y a eu en réaction à ça des manœuvres militaires chinoises autour de Taïwan, et en réaction à ça, Macron est venu essayer de... on ne sait pas trop quoi d'ailleurs ce qu'il est venu faire. Est-ce que tu peux nous commenter un petit peu cette venue? Alors en fait, il faut voir le timing de Macron, de la visite de Macron. Elle vient aussi après la perte de l'Ukraine, hein, face à la Russie, en fait, de postes importants et de villes importantes. Et que Macron, il est parti flanqué de Ursula von der Leyen, qui est en guise de représentation européenne. Alors, il est allé rencontrer Xi Jinping. Il a été reçu, on peut dire, bon, en chef d'État, mais la représentation de la table de la réunion était très intéressante parce que Macron et Ursula von der Leyen sont sur deux ailes assez éloignées de l'ensemble des autres membres, d'une part. D'autre part, bon, bah, les déclarations de Macron, il est important de voir les déclarations de Xi Jinping en recevant Macron. Il l'a reçu avec beaucoup de, comment dire, chaleureusement, je Mhm. dirais, en disant nous accueillons chaleureusement le représentant de la France, etc. Et en même temps, il est important de voir que la souveraineté nationale est importante et nous sommes là pour aider tous les pays à développer cette souveraineté nationale, que les États-Unis font toujours tout pour imposer leur diktat au monde et que c'est pareil, il faudra aussi arriver à se débarrasser et à affirmer sa présence. Et surtout, le côté économique est très important pour affirmer aussi l'indépendance de décision. Et nous sommes là pour vous aider aussi à vous développer sur le plan économique. Alors, face à cela, effectivement, Macron répond que de toute façon, il est aussi pour que l'Europe soit indépendante et progresse vers l'indépendance par rapport aux États-Unis. Il ne faut pas qu'elle participe à des guerres, hein, qui n'ont pas les siennes, qui ne sont pas les siennes, hein, que euh, Il a utilisé le terme de vassal, hein, d'États vassaux, pour dire que oui, les États européens ne devaient pas être des vassaux des États-Unis, ce qui est un terme très fort, et ce que oui, beaucoup de commentateurs comme toi et moi, bah, ça fait longtemps qu'on affuble les pays européens de pays vassaux des États-Unis, on l'a constaté depuis longtemps. tout à fait. Mm. Pardon, Oui, je ils t'avoue. ont été complètement vassalisés, c'est vrai. Ceci dit, bon, les commentaires de la presse, en fait, sur cette question sont doubles. C'est-à-dire, on ne sait pas si Macron parlait au nom de la France ou au nom de l'Union européenne. Pourquoi il est allé avec Ursula von der Leyen, qui est quelqu'un qui n'a jamais été élu et qui n'a aucune légitimité aux yeux des peuples d'Europe, en fait, hein, à part le fait qu'elle soit la secrétaire de l'Union européenne, mais une secrétaire autopropulsée ou propulsée par une force extérieure, peut-être notamment les États-Unis. Et troisièmement, en fait, on ne l'a pas vu prendre la parole, en fait, hein, et elle n'a pas été reçue comme un chef d'État ou comme un chef d'Union européenne ou je sais pas Oui, quoi. sauf erreur de Alors, ma part, elle a dû emprunter effectivement au niveau de l'aéroport le chemin qu'empruntent les voyageurs lambda, les touristes et les simples voyageurs. effectivement, ce sont les messages que nous avons vus effectivement sur Twitter.
et à vérifier. Mais moi, je pense effectivement, on a vu sur Twitter des informations du style, non seulement elle a dû emprunter un avion de ligne pour entrer, mais qu'en plus, elle a dû montrer son passeport à l'aéroport pour partir. Donc, elle n'a pas été traitée comme une diplomate de haut rang, disons. Et il y a eu Voilà. la fameuse déclaration du ministère des Affaires chinoises, du ministère des Affaires étrangères chinoises. Alors j'essaie de la retrouver, mais en direct. Donc le ministère chinois des Affaires étrangères a commenté la visite de Macron avec ces mots: Nous accueillons tous les touristes. Bon, alors c'est peut-être une information également à vérifier, mais effectivement c'est vrai qu'au niveau diplomatique, les Chinois n'ont plus l'attitude qu'ils avaient il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est-à-dire de baisser la tête, de faire le dos rond. Maintenant ils affirment et ils osent dire des choses qui peuvent éventuellement gêner, choquer, déranger leurs homologues occidentaux. Enfin, ils n'ont pas peur de déranger, puisqu'ils sont suffisamment forts sur la scène internationale, ça d'une part, et puis ils appellent un chat maintenant, en fait, c'est ça. Et donc, ça me semble très, très intéressant. Et en fait, pour moi, on verra tous les commentaires. En fait, on ne sait pas pourquoi Macron est allé avec Ursula von der Leyen, qui n'a effectivement aucune légitimité au niveau des peuples européens et aucune légitimité au niveau de la représentation internationale. Elle a été tout simplement nommée comme ça, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais ça d'une part, et puis d'autre part, on peut penser quand même que l'un comme l'autre ne serait pas allé en Chine pour que si avec la permission des États-Unis. Et le fait, à mon avis, en fait, ils sont des messagers des États-Unis pour essayer de trouver une solution pour l'Ukraine, puisque la Russie est en train de vaincre en Ukraine. Donc l'idée, c'est de pouvoir dire, bon, peut-être la Chine fera le médiateur pour une solution, mais dont nous ne voulons pas, on ne veut pas que ce soit la solution qui a déjà été proposée spontanément par les Chinois, parce qu'ils ont bien proposé une solution en 12 points qui était tout à fait correcte et que d'ailleurs, jusqu'à présent, personne n'a voulu examiner et la France a dit elle n'est pas valable. Alors là, il peut penser il essaye d'autre chose. Mais en fait, pour moi, Macron n'a été pas autre chose que le messager des États-Unis pour passer des messages allant dans le sens d'attirer la Chine pour l'éloigner de la Russie, d'une part, et d'autre part, pour essayer de trouver une solution de sortie honorable, entre guillemets, pour les États-Unis et pour l'OTAN de ce guêpier de l'Ukraine. Alors, on mettra en lien sous cette vidéo une vidéo de Caroline Galacteros qui, d'après ce que tu m'as dit, a fait une intervention, une vidéo très intéressante. Il y a 2 jours. Oui, une analyse sur le sujet. Absolument. Et on va clore ce site rep en parlant des manifestations en France, à propos des retraites principalement, mais également à propos des projets ou des méga bassines. Il y a eu une manifestation à Sainte-Soline qui a été très violente. À tel point qu'on peut se demander si on a aujourd'hui le droit de manifester en France. Il faut savoir qu'il y a eu un sondage qui est paru récemment qui montre qu'environ 60% des Français aujourd'hui ont peur d'aller manifester. Donc un pays qui se dit démocratique, ça ne correspond pas du tout à ça. Donc on voit bien ici qu'on n'est plus du tout dans un pays démocratique. Est-ce que tu peux nous commenter donc ces manifestations et la répression? Il y a effectivement une menace, une violence démesurée, mais pas seulement démesurée, une violence fasciste en fait qui s'abat sur les manifestants en France. Et moi là, je peux dire en tant que Syrienne, cet État qui criait contre Bachar al-Assad quand il n'y avait rien qui touchait les manifestants en disant oui, violence, etc. Et il faudra que Bachar al-Assad
quitte le pouvoir. Alors là, Macron se voit toute légitimité de rester au pouvoir avec toute cette violence, avec tous ces accidents provoqués par la police, etc. Et ils disent, oui, ben, c'est des bavures, c'est pas grave, etc. Ça d'une part. D'autre part, ça c'est par rapport à la violence. Et puis on fait de la violence un débat qui cache le débat principal, qui est celui de l'accumulation des problèmes dans le pays qui sont liés effectivement à l'implication de la France dans la guerre en Ukraine, d'une part, et puis donc en fait la pénurie, le manque de budget, etc. Quand on entend les milliards qui sont envoyés en armes et en vivres à l'Ukraine, alors que les prix augmentent en France de manière démesurée aussi. Et puis cet embargo imposé sur la Russie qui nuit à la France et qui nuit à toute l'Europe. Mais il faut aussi savoir que la France est moins touchée déjà par le fait que par l'augmentation du prix de l'énergie, mais objectivement, hein, elle est moins touchée, mais réellement, on met l'énergie au prix de l'Union européenne, c'est-à-dire un prix très fort. Indexé sur le prix du gaz. En France, exactement, le gaz et l'électricité. Ce que ne fait plus l'Espagne d'ailleurs, et qui s'en sort d'ailleurs beaucoup mieux ainsi. Voilà, et donc ça coûte cher parce que l'Union européenne exige à ce que tous les pays le mettent à ce tarif élevé. Le seul pays qui est avantagé par cette mesure, historiquement, c'est l'Allemagne, puisqu'ils ont pas mal de centrales au gaz, et que d'indexer le prix de l'électricité sur leur prix à eux de production d'électricité, ça les avantage sérieusement. Et tout ceci va dans le sens de l'augmentation de l'argent et de l'économie américaine, puisque les États-Unis vendent l'énergie à l'Europe à 5 fois plus cher que ce qu'elle le vend à l'intérieur des États-Unis. Donc là aussi, les États-Unis se remplissent des poches sur le dos des Européens et aussi poussent les Européens à aller en guerre en Ukraine et à alimenter cette guerre en Ukraine en disant ah ben ce sont les Européens qui veulent. D'ailleurs, j'ai écouté une interview ce matin avec un responsable américain. Il a dit ah ben non, c'est pas nous qui poussons. Mais de toute façon, la preuve, regardez, 90% de ce qui a été donné à l'Ukraine est donné par les pays de l'Europe, par l'Union européenne. C'est qu'ils veulent effectivement aller dans ce sens. Alors tu as parlé des raisons conjoncturelles et récentes de l'appauvrissement de la France. Mais on pourrait parler également des raisons structurelles, c'est-à-dire l'inscription de la France dans un schéma ultra-libéral, néolibéral, capitaliste, qui fait que les retraites sont gérées par des fonds de pension américains. C'est aussi une partie du problème, à mon sens. Absolument, absolument. Ça, c'est un autre point qui est caché effectivement par cette augmentation du nombre de journées des retraites, enfin du nombre d'années de retraite, hein, qui est effectivement la donation aux Américains, la gestion des fonds de retraite, effectivement. Et puis des bijoux de famille. C'est-à-dire tout ce qui rapportait de l'argent vraiment à l'État, ou tout ce qui faisait la sécurité ou l'avance stratégique de la France, on a dilapidé ça, on a vendu aux États-Unis, et donc on se retrouve, excusez-moi l'expression, mais on se retrouve un peu à poil. Absolument, absolument. Et c'est en fait, c'est en ça que je dis maintenant, la France a vraiment perdu tous les moyens de sa souveraineté aussi. Beaucoup de ses moyens, beaucoup de ses atouts. Ouais. Peut-être pas tous, on peut espérer. Tout à fait, mais beaucoup, on peut espérer. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même la vente, vraiment le démantèlement de la plus grande industrie, enfin des plus grandes industries. Oui, voilà. Oui, la liste est longue. Hein. Oui. Et ça avait commencé sous Sarkozy, et Macron y a participé quand il était à Bercy, etc. etc. On va clore ce site web peut-être en re-souhaitant à nouveau une joyeuse Pâques aux internautes qui nous suivent. Ouais. Et surtout, bon Ramadan aussi, et bonne fête des Ramadans.
et bonne unité de l'ensemble des croyants, je peux dire. Alors justement, puisque tu en parlais, j'ai fait une petite recherche en même temps que je t'écoutais. Apparemment, donc il y aurait environ 10% de chrétiens en Syrie, peut-être un peu moins malheureusement depuis le début de la guerre, et 15% parmi les Palestiniens, de Palestiniens chrétiens. Alors je ne sais pas en Syrie, parce que je sais qu'en Iran, il y a 30 000, une communauté juive assez importante, 30 000 juifs qui ne sont pas du tout sionistes, qui sont plutôt antisionistes. Est-ce qu'il y a une communauté juive en Syrie? C'est une question Non qui me... plus. Non? Il Il y y en a en eu? a, mais il y a ceux qui ont refusé de partir sous les menaces israéliennes. Mais effectivement, non, il y en a Non. peu, Très très peu, peu, quelques centaines de très, très familles peu. peut-être? Je ne sais pas, L'ordre de je ne grandeur. sais pas, ça je ne peux pas dire, mais Beaucoup moins qu'en Iran en tout cas. ouais. D'accord. Ah bah oui, mais parce que nous, on fait partie des pays limitrophes de l'État fantoche d'Israël. Vous savez que au début, ce que les Israéliens ont commencé à faire, donc à part le fait que c'était des hordes terroristes, Ergun, Haganah et Stern, qui ont commencé par faire des attentats à l'intérieur de la Palestine pour pousser les Palestiniens dehors, mais ils ont fait aussi des attentats à l'intérieur des pays limitrophes pour pousser les Juifs dehors, Oui, j'avais entendu parler de pour ça les en amener, Irak, dans les années 50. en Irak, en Syrie, etc., et en Égypte, pour les amener à venir combler le vide qui est laissé par le vide, entre parenthèses, quoi, qui est laissé par les Palestiniens qui ont quitté. Mhm, Donc d'accord. ça a été une de leurs tactiques. Et en fait, Ce qui explique qu'il y ait aujourd'hui plus beaucoup de juifs en Syrie, quoi. voilà. C'est-à-dire qu'ils ont vidé Et, les pays limitrophes de leur et ce population qui juive. explique, voilà, ce qui explique aussi que dans cette histoire de printemps arabe, entre guillemets, aussi, ils ont commencé à dire, bah, on s'attaque à tous les chrétiens et on s'attaque à je sais pas quoi. Donc ça fait partie aussi des choses, qui créent la diversion et la peur, etc. Donc les gens partent. Très Non. bien. Eh bien, Il merci faut beaucoup pour... savoir aussi que le Moyen-Orient, c'est quand même le pays où la chrétienté a commencé. Bien Donc sûr, la Syrie, la Palestine, c'est le berceau de la chrétienté. tout à Et fait. Antioche, c'est la plus ancienne église du monde, en fait, hein. Tout à fait. Eh bien, Et elle fait donc, partie de la Syrie, on ne peut que, malgré le... on ne peut que souhaiter que la paix entre tous les pratiquants de toutes les religions. Et j'en profite pour mentionner une nouvelle religion qui a été créée par ChatGPT, là, l'espèce d'intelligence artificielle qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment, à la demande d'un écrivain. Donc un écrivain lui a demandé de créer une nouvelle religion mondiale et la ChatGPT s'est exécuté en s'inspirant de toutes les religions qui existaient déjà et a créé l'harmonisme. Alors je ne sais pas s'il faut souhaiter que l'harmonisme en tant que religion se développe, mais on peut souhaiter que l'harmonie entre les peuples et entre les individus. Et voilà, en cette période de fête religieuse, je pense que c'est Ben, bien de... surtout le respect les uns aux croyances des autres et puis Exactement, qu'il y ait un véritable respect de l'être humain. tout à fait. Aïssa, merci beaucoup pour ces mots, merci pour toutes les Merci. informations et toutes les analyses que tu nous as apportées aujourd'hui. Et je te donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci et merci à tous les internautes qui nous ont suivis. N'oubliez pas de vous abonner parce qu'on a du mal à distribuer. Merci.